Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue dans ce journal. Voici ce qui domine l'actualité. Ils sont plus de 110 000 candidats qui composent depuis ce matin pour l'accès au poste de l'administration publique ivoirienne. La ministre de la fonction publique lance les épreuves officielles à Abidjan au lycée classique. Elle joue la carte de la transparence dans ses concours session 2021. Le travail, seul gage de réussite, rassure Anne Désiré ou Loto. Et la Côte d'Ivoire veut combler le déficit en logement. Les secteurs privés et publics se mettent ensemble pour trouver une solution aux difficultés de mise en œuvre du programme immobilier. Un comité national de pilotage des partenariats en réflexion. Il est question de parvenir à produire massivement des habitats pour tous. C'est une figure emblématique de l'art qui est portée en terre ce samedi au cimetière de Williamsville. Hommage rendu à Léonard Grogui à la levée du corps en présence de plusieurs personnalités du monde culturel. Au nom du gouvernement, le ministre Souleymane Diarra Souba appelle à pérenniser les valeurs de l'homme. L'enseignant, l'acteur, le comédien décédé le 3 septembre à 85 ans. Un fonds d'innovation pour la démocratie en Afrique avec une gouvernance indépendante. C'est l'une des annonces du président français à l'issue de la première journée à Montpellier du sommet Afrique-France. Un capital de 30 millions d'euros pour soutenir la gouvernance et la démocratie. Comme hier, les Dialobés sont toujours dans l'attente de vaincre sans avoir raison. Selon les termes de la Grande Royale, en autorisant Samba Diallo à aller à l'école. Malheureusement, revenu diplômé, intellectuel et quelque peu acculturé, s'ensuit cette mort tragique de Samba Diallo dans les aventures ambiguës de Cheikh Hamidou Kane. En situant l'histoire dans le contexte présent, on dira apprendre et répondre aux besoins du continent. Mais au final, avec quel bilan? Foi NS de Saint-Sauveur arrive à la conclusion que nous sommes tous des Samba Diallo. C'est le titre d'ailleurs de son essai politique. Foi NS de Saint-Sauveur, bonsoir. Bonsoir. Alors, merci d'être venu sur notre plateau. Vous êtes l'invité de la page culture. Merci à vous. Et on vous retrouve donc dans quelques instants, le temps de faire le tour de l'actualité. Merci. Et l'actualité ce samedi est dominée par ces candidats qui frappent aux portes de l'administration publique. Ils composent depuis ce matin dans 75 centres dans tout le pays. La ministre de la fonction publique a procédé au lancement officiel des concours session 2021. Anne Désiré Ouloto était au lycée classique d'Abidjan. On le voit avec Grace Kando. Lycée classique d'Abidjan ce samedi matin. Il est 7h35. Les candidats au concours administratif session 2021 font leur entrée dans l'enceinte de l'établissement et se dirigent vers leur salle de composition. Je suis serein. J'espère que tout va bien se passer. En tout cas, on a bossé et nous sommes nombreux à composer pour peu de place. Ce sont les meilleurs qui vont y arriver. Quelques minutes plus tard, arrivée de la ministre de la fonction publique. Anne Loto est venue donner le top départ des compositions. Mais avant, quelques conseils d'usage aux candidats. On n'a pas besoin de connaître quelqu'un pour être admis à un concours de la fonction. Je suis venu voir de mes yeux pour m'assurer que les choses vont bien se passer. Restez concentrés sur votre objectif. Cette première journée de composition s'ouvre avec les candidats au concours direct d'adjoint administratif. C'est pas trop difficile pour un candidat qui a bien révisé les cours. Je pense qu'on peut s'en sortir avec ça. Tous ceux qui avaient été convoqués ce matin sont venus. Et les candidats aussi, tout le monde est là. On n'a pas de candidats qui viennent en retard pour perturber, non. Tout va bien actuellement. En moyenne, dans chaque salle, nous avons 23 candidats et pour 2 surveillants minimum. Autre lieu de composition, le lycée moderne de Trècheville. Ici également, tout se passe bien. Je comprends le sujet, j'arrive à traiter, donc ça va. On a eu affaire à des candidats bien disciplinés. Tous les surveillants que nous avons convoqués sont arrivés. Tous les membres du secrétariat sont venus. Et donc, depuis 6 heures, nous sommes à la tâche. Au nombre des innovations engagées pour cette session 2021, la proclamation séquentielle des résultats. Ce qui va se faire, c'est que lorsqu'une session est terminée, elle fait l'objet donc de corrections et de délibérations, puis de résultats. Donc la session de ce week-end que nous sommes en train d'exécuter, dès demain, le processus de correction va rentrer en marche. Transparence, équité, célérité, c'est sous ce triptyque qu'est placée la session de cette année. Nous avons travaillé à l'amélioration de notre gouvernance interne, tant au niveau administratif que sécuritaire. Et cela nous a amené donc à un certain nombre de réformes
Aujourd'hui, nous passons donc à la phase active de l'organisation de ces concours avec les premières sessions. Je me rends compte que l'organisation est parfaite. Les concours ont démarré à temps dans toutes les salles. À 8 heures, les candidats étaient donc dans les conditions pour composer effectivement. Les compositions se déroulent dans 75 centres, dont 57 à Abidjan et 18 à l'intérieur du pays. Le pays qui est membre de la ZLECAf, la zone de libre-échange continentale africaine, un levier pour la sécurité alimentaire. C'est dans cette vision que se tient le 25 octobre la conférence inaugurale du Centre d'études prospectives. Les fondateurs de ce think tank étaient face à la presse, un groupe de réflexion qui prône la culture de l'anticipation dans la gestion économique. Des enjeux qu'on voit avec Dangui Dangui. En matière de progrès et d'amélioration des conditions de vie des populations, le modèle de développement économique de la Côte d'Ivoire a fait la preuve de son efficacité et de sa résilience aux yeux de nombreux observateurs qui veulent d'ailleurs en faire un cas école. C'est pourquoi le Centre d'études prospectives CEP, un think tank, a été créé pour promouvoir la culture de l'anticipation, l'une des recettes du dynamisme de l'économie ivoirienne, selon les fondateurs de ce groupe de réflexion. Composé de membres du gouvernement et d'experts indépendants, la mission du CEP a été révélée ce jeudi à la presse. Les différentes activités sont sanctionnées bien sûr par des rapports et des actes afin de rendre compte des échanges et des partages d'expériences sur les meilleures pratiques en matière de conception et de mise en œuvre de stratégies d'émergence et de développement. Des ouvrages qui rassemblent les contributions des différents experts seront également édités. Les fondateurs de ce think tank ont annoncé la conférence inaugurale du Centre d'études prospectives CEP pour le 25 octobre prochain sur le thème « Zone de libre-échange continentale africaine, un levier pour la sécurité alimentaire en Afrique ». Des réflexions également pour une production massive de logements en Côte d'Ivoire. Les secteurs privés et publics se mettent ensemble pour trouver la solution aux difficultés dans les programmes immobiliers. Le comité de pilotage a rendu ses recommandations au ministre de la Construction, Cheikh Koné. En 10 ans, le programme présidentiel des logements sociaux n'a pas produit les résultats escomptés. Sur un objectif global de 150 000 logements, seulement un peu plus de 18 000 unités sont sorties de terre, avec une vingtaine de promoteurs. À travers l'étude réalisée par le comité regroupant le secteur privé et public, le gouvernement entend mettre sur pied un partenariat efficace pour la production en masse de logements. L'objectif de ce matin, c'est de préparer, si vous voulez, l'entrée des grands groupes étrangers, des grands groupes internationaux, avec un nouveau modèle de partenariat public-privé pour la réalisation des logements en faveur des Ivoiriens. On ne peut pas construire massivement des logements avec des investisseurs et des bailleurs de fonds sans un appui de l'État. C'est pour cela que nous nous sommes mis ensemble réfléchir sur qu'est-ce qu'il faut exactement pour que les bailleurs de fonds soient sécurisés dans leurs investissements, au-delà du foncier sécurisé. Mais cela passe nécessairement par l'exploration de nouveaux mécanismes de financement. Aujourd'hui, il est question de passer à la location-vente. Donc on regarde tous les contours de la location-vente, toutes les implications pour les deux parties, que ce soit l'État et les acteurs privés. Mais l'idée, c'est que le mécanisme repose beaucoup sur les acteurs privés, sur leur capacité technique et sur leur capacité financière à mobiliser les financements pour pouvoir réaliser des logements à bon marché et en grande quantité. Présent à la cérémonie d'ouverture de ce séminaire, Bruno Nabagné-Koné a invité les participants à trouver des solutions durables pour la production de logements économiques et sociaux en masse. Parce qu'il s'agit de trouver des solutions qui ne vont pas être un coût pour une année, pour 2 années, mais des solutions qui seront stables dans la durée, qui vont permettre de financer de façon pérenne le logement social en Côte d'Ivoire. Le secteur de la construction connaît un regain de dynamisme ces derniers jours. Avant ce séminaire, c'était le Premier ministre qui recevait tous les acteurs du secteur afin de recenser leurs préoccupations. Et voici une préoccupation qui trouve solution. Rendons-nous à l'ouest du pays pour le voir. Les chefs traditionnels du Cavali disposent désormais d'un centre multiethnique de médiation et d'arbitrage, la maison des chefs inaugurée. C'était en présence de plusieurs membres du gouvernement. Ils ont appelé les communautés à renforcer la cohésion sociale. Eve Boué est notre correspondante dans la région.
Rôle de la Chambre nationale des rois et des chefs traditionnels, rôle de la chefferie traditionnelle et rôle du chef de la diaspora sont les thèmes des 3 panels qui ont meublé la première journée de l'inauguration du centre multi-ethnique de médiation et d'arbitrage ou maison des chefs de la région du Cavali. Ils ont défini les rôles des chefs devant nos administrés. Qu'est-ce que le chef doit faire vis-à-vis de l'administration, vis-à-vis de la population qu'il représente? Ce qu'il ne doit pas faire, mais ce qu'il doit plutôt faire pour qu'il y ait la cohésion au niveau de son village. Le panel qui est organisé aujourd'hui, justement, est une opportunité à saisir par tous les chefs pour qu'ils sachent ce que l'administration attend d'eux, ce qu'ils peuvent apporter à l'administration. C'est pourquoi je salue ce panel et que je voulais encourager à être suivi par les autres régions. La seconde journée a été consacrée à la cérémonie officielle d'inauguration de la Maison des chefs. C'est un instrument au service de la prévention et de la gestion pacifique des conflits. Les bénéficiaires ont rendu un vibrant hommage au président Alassane Ouattara qui a donné un statut constitutionnel au garant de notre tradition. De savoir aujourd'hui que nous avons un siège où nous pouvons nous retrouver pour nous parler, où nous pouvons nous retrouver pour régler nos problèmes, où nous pouvons nous réunir afin de poser des actions de paix et de développement vraiment dans ce pays. Vraiment, c'est un acte fort. Nous disons merci à la ministre Alain Désiré Oloto et au gouvernement de Côte d'Ivoire conduit par son Excellence M. Alassane Ouattara. Vraiment, nous sommes émus. Les chefs traditionnels dans nos communautés jouent un rôle déterminant dans le cadre de la cohésion sociale, de la paix et du vivre ensemble. Pour le président de la République, il faut donner au chef sa place. Il faut redorer l'image et le blason de nos chefs. Le ministre de la Réconciliation et de la Cohésion nationale et la ministre de la Solidarité et de la lutte contre la pauvreté ont exhorté les chefs traditionnels à toujours œuvrer pour le maintien de la cohésion sociale. Une délégation de la tribu Bomi de Tiébissou, avec à sa tête le chef de la tribu, Nana Kwaku Yao Daniel, a pris part à l'inauguration de la maison des chefs. Située au quartier d'Egepi de Guiglo, cette infrastructure socio-communautaire a été entièrement financée et équipée par le Programme national de la cohésion sociale à hauteur de 115 millions de francs CFA. Voilà qui va donc renforcer la cohésion sociale, surtout dans un environnement de sécurité dans le pays. Dans le Bassa Sandra, l'opération Épervier 7 y est aussi lancée pour la sécurisation des biens, des personnes et la lutte contre le banditisme. La préfecture de police s'engage à relever tous les défis. Elle appelle alors à une bonne collaboration avec les populations. Le reportage de Sam Konan. Sur 43 vols à main armée, 27 élucidés, une quarantaine de fumoirs détruits. Plus de 1000 motos immobilisées, 570 personnes raflées. Tel est le bilan des activités de la préfecture de police du Bassa Sandra, qui comprend les régions du Boclé, de la Nawa et de San Pedro, dans la période de janvier au 5 octobre 2021, dans le cadre des opérations Épervier 6 et Épervier 7. Fort de ces résultats, la direction générale exhorte la préfecture de police du Bassa Sandra à redoubler d'efforts. Je voudrais vous dire merci pour tout le dévouement dont vous avez fait preuve et vous invite à continuer à poursuivre ces efforts. Et si vous êtes toujours ensemble, vous partagez des informations, vous vous soutenez mutuellement, je pense que notre mission dans la région du Bassa Sandra sera une mission réussie. Chers amis de la presse, si vous voyez quelque chose d'anormal, venez à la source. La sécurité des populations du Bassa Sandra, désormais confiée au préfet de police, le commissaire divisionnaire Yokoulo, qui remplace à ce poste le commissaire divisionnaire Amani Joël, appelé à d'autres fonctions. La cérémonie de passation des services a été l'occasion pour le directeur général adjoint, Joseph Yaoukwame, et d'inviter les populations à plus de collaboration avec les services de la police nationale et tous les autres corps présents dans le district du Bassa Sandra, dans le cadre de la sécurisation des biens et des personnes. La préfecture de police du Bassa Sandra comprend 2 commissariats d'arrondissement, 3 commissariats de circonscription, des services régionaux de la police judiciaire, la police scientifique, la CRS 4 et le CCDO.
Récemment, la préfecture de police a été équipée en engins de mobilité, notamment un car de transport du personnel et une moto quad de patrouille plage. Ils aussi participent à notre sécurité. Je m'en vais à présent vous parler d'une amitié bien particulière. Le chien, fidèle compagnon de l'homme, également d'une aide précieuse. Vous allez le voir dans ce reportage, c'est un animal capable aussi bien d'assister son maître que de sauver des vies. Veiller donc à son bien-être est nécessaire. Le chien, plus qu'un animal de compagnie, c'est un sujet de Michel Mambo. Plus qu'un simple animal de compagnie, le chien, un véritable allié pour l'homme. Porter assistance aux personnes vulnérables ou en danger, ou encore assister l'homme dans son travail. Bien éduqué, le chien peut réussir bien des prouesses. Le chien, de par ses capacités, permet de faciliter le travail de l'homme. Voilà, lorsque nous nous retrouvons dans les interventions, dans les cas de décombres, dans les cas d'effondrement d'immeubles, le chien, de par sa capacité, il permet tout de suite d'orienter les recherches, de les cibler, de mettre le gros des efforts afin de sauver les vies. Toutefois, la formation s'impose. Et ces éducateurs canins, 15 au total, venus du Burkina Faso et de la Côte d'Ivoire, l'ont bien compris. Je suis éleveur maintenant depuis près de 8 ans. C'est une passion, donc j'aime les animaux déjà depuis toute petite. J'ai voulu me perfectionner avec cette formation. Cérémonie donc de remise de diplôme après formation. Une formation initiée par le comité des amis canins de Côte d'Ivoire, CACI, qui s'en félicite sans toutefois manquer de relever quelques inquiétudes. Tous ceux qui veulent avoir un bon chien, aujourd'hui se tournent vers la Côte d'Ivoire, que ce soit le Burkina, que ce soit le Mali, la Guinée, que ce soit le Ghana, qui viennent vers en Côte d'Ivoire venir avoir des chiens. Et donc nous voulons aujourd'hui mettre cette traçabilité canine-là dans la sous-région pour éviter de la consanguinité. Et donc c'est pour ça que nous avons demandé l'immatriculation des chiens et créer des certificats de naissance des chiens. Comme ça se fait dans d'autres pays, ce n'est pas nouveau. Des inquiétudes, certes, mais aussi des avancées notables enregistrées. Je salue personnellement l'arrivée de l'assurance. Parce que l'assurance, et c'est bien qu'elle ait évolué vers l'assurance maladie, mais déjà la première assurance qui avait été prise permettait de répondre à un certain nombre de problématiques, notamment aux accidents qui pouvaient arriver avec les chiens. Étendre cette assurance aujourd'hui à la maladie permet également donc la prise en charge des chiens, parce qu'effectivement, comme nous les humains, il peut arriver que le chien tombe malade et que nous n'ayons pas suffisamment de moyens donc, pour le soigner. Et en ce moment, l'assurance est un bon recours. Je suis heureux que le CACSI ait été associé à la campagne de vaccination qui a lieu actuellement. Et c'est un de nos soucis, de voir comment est-ce qu'on pouvait encourager les Ivoiriens à faire vacciner leurs chiens. La filière canin, certainement une réponse à la question de l'emploi, car le chien génère au moins 5 métiers directs. Éducateur canin, toiletteur, vétérinaire, vendeur d'accessoires, assistant vétérinaire ou auxiliaire de santé animale, entre autres. Le chien, un allié pour l'homme, le tout réside donc dans son éducation. Voilà, le chien compagnon qui sauve des vies, il faut donc en prendre soin et sauver donc des vies et lutter également contre la Covid-19 qui reste une maladie dangereuse qui menace la santé des populations. Le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle a enregistré ce samedi 94 nouveaux cas de Covid-19, 95 guéris et 2 décès. La Côte d'Ivoire compte donc 60 785 cas confirmés, dont 58 800, 17 personnes guéries, 659 décès et 1309 cas actifs. Au total, 2 545 363 doses administrées contre la Covid-19. Les directives de l'OMS sur la santé reproductive et maternelle font l'objet d'une rencontre entre les membres de la Société africaine de gynécologie et obstétrique. L'Afrique, à ce jour, représente à elle seule, tenez-vous bien, 66% des décès maternels dans le monde. Les solutions pour une réduction ont été préconisées. C'était à l'ouverture du 6e congrès des gynécologues. Le reportage de Kader Sogodogo. Ils ont rangé leurs blouses, retiré leurs gants. Le temps de leur 6e congrès. Les gynécologues obstétriciens de Côte d'Ivoire sont à Yamoussoukro. Les assises tournent autour d'un thème principal. Rôle des sociétés savantes sur les indicateurs de santé de la reproduction dans l'atteinte des objectifs pour le développement durable, ODD.
un thème qui tient compte de certaines insuffisances à combler. Dans le monde, parmi les femmes qui perdent leur vie en donnant la vie, l'Afrique compte 66%. La Côte d'Ivoire est mal logée. Plus de 600 décès pour 100 000 naissances vivantes. La Société de gynécologie obstétrique de Côte d'Ivoire, Sogosi, veut prendre le problème à bras-le-corps. Le combat est long, le combat est rude, les obstacles sont nombreux. Mais nous ne doutons pas un seul instant. Notre foi est forte. Notre certitude est que nous saurons réduire, vaille que vaille, ce fléau qui tue nos mères, nos sœurs, nos filles. Nous n'avons aucun doute, parce que la principale cause de l'échec, c'est le doute. Le gouvernement et les partenaires au développement seront là pour jouer leur partition. Soyez rassurés que l'OMS, à tous les niveaux, avec les nombreux partenaires, se tiennent à vos côtés et avec les différents pays pour apporter toute l'assistance technique et scientifique nécessaire pour adresser cette question de la santé maternelle. La Côte d'Ivoire ne peut pas continuer et ne peut pas accepter de souffrir en n'atteignant pas les ODD en 2030. Et pour que la Côte d'Ivoire ne souffre pas, c'est aujourd'hui que nous devons prendre la décision. N'y a-t-il pas de gynécologue en Côte d'Ivoire? N'y a-t-il pas de sage-femme en Côte d'Ivoire? La Côte d'Ivoire n'a-t-elle pas formé des professionnels de santé de qualité? Devons-nous accepter de faire souffrir ainsi notre pays? Je pense que non. Plus de 900 participants venus d'une vingtaine de pays. Partage d'expériences et nouveautés ne feront pas défaut durant les 4 jours du 6e congrès de la Société de gynécologie et obstétrique de Côte d'Ivoire, Sogosi. Dans le reste de l'actualité, sommet Afrique-France à l'issue de la journée. La première, à Montpellier, le président français a fait plusieurs annonces dont la création d'un fonds, une cagnotte dite d'innovation pour la démocratie en Afrique avec une gouvernance indépendante. Il sera doté de 30 millions d'euros sur 3 ans et doit aider les acteurs du changement, notamment sur les questions de gouvernance et de démocratie. Un autre capital d'amorçage de 10 millions d'euros sera également créé pour aider des entreprises africaines innovantes du secteur du numérique dans le cadre de l'initiative Digital Africa de soutenir aux start-up africaines. Et on ouvre la page consacrée à la culture comme tous les soirs, samedi aux 20h. Vous le savez, la Côte d'Ivoire a perdu le 3 septembre dernier Léonard Grogué, le père de l'émission Comment ça va, longtemps diffusée sur la RTI. Cet enseignant à l'INSAC, acteur et comédien, a décédé à l'âge de 85 ans. Levée du corps et inhumation ce samedi. La nation lui rend hommage. Le ministre Souleymane Diarra Souba a présenté les condoléances du gouvernement. Théodore Zouzou, Abou Sanogo. Applaudissements des hommes et femmes du monde de la culture dans cette salle Félix Houphouët-Boigny de Livaucet, Ivoire Sépulture. Une manière à eux de dire grand merci à Léonard Grogué, figure de proue des planches, du secteur du cinéma ivoirien et enseignant. Couché à jamais, Bénédicte Grogué, fille aînée de ses 15 enfants, au cours de l'oraison funèbre qui lui est accordée, évoque la dimension nationale de leur père. Dans ces rendez-vous hebdomadaires, avec la nation, notre père tensait parfois, raillait souvent, mais toujours dans une complicité agissante avec son équipe de Comment ça va, bâtissait, construisait une nation en pleine gestation dont il était devenu la boussole. Lorsque le cercueil du concepteur de l'émission hebdomadaire Comment ça va est recouvert de l'emblème national, ce sont des acclamations nourries en lieu et place des pleurs, comme pour dire bravo et merci l'artiste. Il y avait Biti, lui et moi, on s'appelle Jojo, toute une affaire qui s'est retournée. Et ça, c'est ça. Donc Grogué, c'est quelqu'un qui s'adapte à tout le monde. Je l'ai connu depuis 1967, parce que je suis entré à l'INA. Et il venait d'arriver fraîchement de France. Et il faut dire que c'est ces aînés-là qui nous ont formés. J'ai connu un homme intègre, un homme juste, un homme qui ne n'hésite pas sur les mots
Quand il a envie de te dire ce qu'il pense de toi, il le dit franchement. Quand arrive le moment de quitter cette pompe funèbre, le drapeau national est remis à la famille au nom du gouvernement par le ministre Souleymane Diarra-Souba en reconnaissance de ses mérites d'éveilleur de conscience et d'éducateur en matière de comportement éco-citoyen à travers le petit écran. Léonard Grosguier s'adressait à tout le monde. Pour lui, l'art nous aide à nous sauver de nous-mêmes. L'art nous aide à améliorer notre rapport aux autres. L'art est un puissant moyen d'éducation. Il a vécu utile et donc il était important pour l'État de Côte d'Ivoire de lui rendre hommage et de lui dire merci en remettant à sa famille le drapeau de la nation. Donc que son âme repose en paix. Cap a été mis sur la paroisse Sainte-Famille de la Riviera pour la messe de Requiem. Notons que Léonard Grosguier a été également danseur d'Aimé des Pierres en 1974. Il quitte la scène à 85 ans et a été inhumé au cimetière municipal de Williamsville dans l'intimité familiale. Léonard Grosguier, c'est évidemment une école de l'art qui referme ses portes. Et on voit à présent ce genre littéraire très ancien, ouverture de la première journée du Festival international de poésie, les Poéticales, un événement pour célébrer cet art d'évoquer et de suggérer les sensations, les émotions par l'union des sons et des rythmes. Une initiative du professeur Tanela Boni qui a permis de voir des représentations poétiques sur la scène. Et en littérature, Les dieux éphémères, c'est le titre de l'œuvre de Yann Aka. L'écrivain et acteur culturel a présenté son œuvre satirique pour dénoncer les injustices sociales. Une représentation qui met en harmonie plusieurs disciplines artistiques, la musique, l'art et la danse. On en parle avec Serge Pacom Didi et Jean-Marc Djadji. Mise en scène de l'œuvre littéraire Des dieux éphémères du jeune écrivain et acteur culturel Yann Aka. Théâtre, musique, slam, danse chorégraphique, des disciplines artistiques réunies pour dénoncer les injustices sociales. Il y a une œuvre qui parle de plusieurs thématiques, notamment l'univers carcéral des femmes, et puis les faux frais de scolarité que certains gouvernements très souvent imposent à des parents d'élèves, les conséquences de ces lois injustes. Dans une mise en scène de Bessi Hadji, ces novices du théâtre dénoncent les tares de la société à travers l'humour. Le public ne boude pas son plaisir. Rire, joie, gaieté, applaudissements. Monsieur le ministre de l'Éducation populaire, je suis au Caravou, monsieur le ministre. Un spectacle rehaussé par la présence de plusieurs personnalités, en l'occurrence Madame le député Yasmine Wounia et l'ex-première dame Simone Yves Gbagbo. On va ensemble travailler à ce que cette pièce puisse se déplacer de ville en ville, pour que le théâtre d'abord se rapproche des populations, mais surtout pour que tous les messages qui sont véhiculés dans cette œuvre, qui dénoncent, qui caricaturent, mais également qui conscientisent, puissent atteindre le plus grand nombre. J'ai beaucoup aimé le spectacle. J'ai surtout éprouvé de la joie à voir une jeune troupe. Les jeux étaient bons, les rôles étaient très bien tenus. Vraiment, je les félicite. Publié en août 2020, l'œuvre Des dieux éphémères est la 6e création de Yann Aka, artiste, écrivain, comédien et dramaturge. On retrouve notre invité de la page culture, Foi Ernest de Saint-Sauveur. Alors d'abord, Léonard Grosguier, ce grand homme qui part, il a forcément marqué la vie de plusieurs générations, dont vous. Oui, tout à fait, mais il faut se réjouir surtout que cet homme ait fait des émules, qu'il a formé des jeunes générations. En tout cas, il n'a pas vécu inutile et son passage sur Terre a été bien agrémenté. Je crois que c'est ce qu'on peut retenir de la perte de cette grande figure de la culture ivoirienne. Alors, Foi Ernest de Saint-Sauveur, vous êtes l'auteur de « Nous sommes tous des Samba Diallo ». Samba Diallo, du nom de cet auteur, cette figure majeure dans les aventures ambiguës, une œuvre à relent autobiographique de Cheikh Hamidou Kane. Alors, pourquoi sommes-nous tous des Samba Diallo? Bon, vous l'avez dit, hein, à la base de mon essai, il y a ce roman de Cheikh Hamidou Kane, L'aventure ambiguë, qui est une œuvre multidimensionnelle, qui est aujourd'hui un classique de la littérature ivoirienne. Africaine. Littérature africaine, je veux dire. Et
nous sommes tous des Samba Diallo, c'est une phrase dont je n'ai pas la paternité, il faut le dire. Parce qu'en fait, c'est le monde culturel, littéraire sénégalais qui a rendu hommage à l'immense écrivain Cheikh Hamidou Kane en 2017 à Dakar. Et le président Macky Sall, qui était invité pour la cérémonie, a rendu hommage à l'écrivain et lui a fait cette éloge en lui disant « Monsieur Hamidou Kane, vous avez raison, nous sommes tous des Samba Diallo ». Il était présent chez Hamidou Kane. Il était présent. Il doit avoir 90 ans. 90 ans, d'accord. Aujourd'hui, il a un peu plus que ça. Un peu plus, oui. Mais ce qu'il veut dire par là, c'est que l'aventure ambiguë, il faut savoir que c'est une œuvre qui a traversé les générations. Elle a été publiée dans les années 50. Et donc, le personnage principal de l'aventure ambiguë, c'est Samba Diallo. C'est un jeune talibé de l'élite de son peuple, les Dialobés, qui est envoyé à l'école du Blanc avec une mission précise. La mission d'apprendre auprès du Blanc, apprendre à l'école du Blanc, comment le peuple Dialobé a été vaincu, comment le Blanc a pu vaincre sans avoir raison. Et cette mission fait de Samba Diallo le prototype de l'Africain qui va à l'école du Blanc pour, disons, apprendre de son ingéniosité. Alors justement, en quoi est-ce que les survivants aujourd'hui sont des Samba Diallo? Oui, nous sommes tous des Samba Diallo. Moi, j'adhère à cette idée parce que nous avons été portés, comme Samba Diallo, dans l'aventure ambiguë, nous avons été portés à la connaissance. Nous avons été inscrits à l'école du Blanc, nous sommes allés à l'apprentissage de sa civilisation et cela fait de nous un ensemble de personnages qui sont inscrits pour une mission précise. Vous voyez. Et donc, nous sommes tous des Samba Diallo. Parce que nous ne sommes pas à la hauteur, vous voulez dire? Non, c'est pas cela. Ça veut dire que Samba Diallo va à l'école du Blanc avec une mission précise. Il faut dire qu'il a été missionné par une femme. C'est assez singulier, on ne le relève pas souvent assez. Qui est la Grande Royale. La Grande Royale. On va revenir à cela tout à l'heure, avec cette mission qui est suffisamment très claire de la Grande Royale, donc la sœur à son père. On va regarder d'abord un résumé qui est fait par Franck Wadio et on se retrouve. Okay. Nous sommes tous des Samba Diallo. La transposition littéraire pour mieux véhiculer l'idée, l'exercice est réussi par un esthète de la plume, Foi Ernest de Saint-Sauveur. Samba Diallo, c'est le personnage central de l'aventure ambiguë de Cheikh Hamidou Kane. Nous sommes tous sous influence de l'éducation venue du Nord et cette influence devrait nous aider à porter l'Afrique nouvelle. Nous sommes tous des Samba Diallo. Un essai qui part d'une première interrogation. Sommes-nous tous des Africains de la modernité? Et pourquoi? Puis la fameuse affirmation extraite du livre de Cheikh Hamidou Kane, Apprendre à vaincre sans avoir raison. L'auteur enrichit sa réflexion avec des notions extraites des propos de la Grande Royale, autre figure forte de l'aventure ambiguë. Les fils de l'Afrique ont une mission à accomplir, celle de ne pas trahir les espérances du passé. Et l'ancien premier responsable des écrivains ivoiriens dans cet ouvrage tend à nous le rappeler. Alors finalement, on est à s'interroger si la Grande Royale parlait-elle du dialogue des cultures ou véritablement de l'apprentissage au sens scolaire du terme? Mais il faut d'abord se rendre compte qu'elle assimile l'école occidentale à une forme de guerre imposée par le colonisateur. Et elle dit donc, il faut aller à cette école pour apprendre du colon comment il a pu nous vaincre sans avoir raison. C'est une attitude de mission, de mise en mission d'un peuple pour aller se former auprès du peuple vainqueur, pour apprendre de lui sa stratégie. Mais qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Il s'est passé que Samba Diallo va
en mission donc, à l'école du Blanc. Ça se passe très bien. Les Samba Diallo pour aller tout le monde, donc tous les Africains qui vont à l'école du Blanc, parce qui reviennent. Il faut se dire que, quand je dis nous sommes tous des Samba Diallo, ça veut dire que l'intrusion martiale du colon s'est faite de la même façon partout, dans tous les espaces du continent africain. Que l'on soit à l'est, à l'ouest, au sud, etc. Ça s'est passé de la même façon. Et donc, on peut être anglophone, on peut être de l'Afrique hispanophone, on peut être de l'Afrique germanophone ou anglophone. L'intrusion martiale a eu le même effet, le même impact. Alors, quand on lit votre ouvrage, vous êtes parti du pessimisme et tout de suite on a vu place à l'optimisme. Et là, vous préconisez une solution qui est le panafricanisme. En fait, vous l'évoquez, mais ce n'est pas très nouveau. Qu'est-ce qui change et surtout, comment mettre ce panafricanisme en œuvre au service du développement? Effectivement, c'est une vieille idée, une vieille théorie, mais elle est persistante parce qu'elle est réelle. Et c'est la voie, en fait, que nous devons suivre pour émerger, pas émerger en tant que nation unique, mais de façon solidaire. La notion d'unité est fondamentale pour l'Afrique, pour les Africains. Parce que, vous voyez, la colonisation, la traite négrière, puis la colonisation ont émietté l'Afrique. De sorte que l'Afrique était d'un bloc à la conférence de Berlin et puis par la suite a été balkanisée et nous nous sommes retrouvés avec des micro-États, des micro-nations qui font des micro-politiques et ça n'amène pas à une émergence réelle. Vous voyez? Et il me semble que le panafricanisme, qu'on le veuille ou non, est la voie par laquelle nous devons passer pour émerger de façon réelle et efficace. Vous voyez? Les micro-États tels que nous sommes, les micro-marchés que nous sommes, on ne pourra jamais réussir si on ne se met pas ensemble, si on ne communalise pas nos forces et nos énergies, nos ressources, nos productivités pour être une alternative réelle et crédible dans cette étape de mondialisation. Justement, dans cet élan, France Fanon avait peut-être donné une réponse à cette question, mais je vous la repose quand même. Ouais. Est-ce que l'Afrique était obligée ou est obligée de s'occidentaliser? Alors, vous faites bien parce que je vais relever un mot de Frantz Fanon dans Peau noire, masque blanc. On est en 1950, donc au 19e siècle. Et il dit, aussi pénible que puisse être cette constatation pour nous, nous sommes obligés de la faire. Il n'y a qu'un seul destin pour le noir, et ce destin, il est blanc. Ça veut dire très fondamentalement que le noir n'avait que le seul destin d'être blanc. Ça se comprend. On voit l'impérium et du colon, sa toute-puissance. Et donc, l'Afrique n'avait que l'initiative de se blanchir, de s'occidentaliser. Et l'a fait. Mais aujourd'hui, il faut se rendre compte d'une chose. Et on fait le bilan. Parce que ce livre, effectivement, a l'ambition de donner une suite. Pas du point de vue de la linéarité à l'aventure ambiguë, mais du point de vue de la philosophie, du point de vue de l'impact spirituel, du point de vue de l'impact historique, social, culturel à l'aventure ambiguë. Parce que le héros de Cheikh Hamidou Kane, Samba Diallo, il meurt. Il ne finit pas sa mission en Occident. Il revient et il est tué par un fou. Est-ce que c'est le destin de l'homme noir de périr sans avoir réussi une mission conséquente? Ce n'est pas notre destin à nous. Alors, il faut bien qu'il y ait une alternative. Et moi, il me semble que l'alternative que nous devons avoir, c'est de redonner vie à Samba Diallo. De lui dire, il n'est pas dans ton destin de mourir. Et il meurt pourquoi? Parce qu'il s'est vidé du point de vue spirituel en Occident. Il le dit, il n'a plus la foi en Dieu. Il n'a plus la ferveur religieuse qu'il avait quand il était au pays. Mais ça, c'est parce qu'il a été en Occident, en contact avec ce que j'ai appelé le vertige de la liberté que l'Occident lui a inculqué. C'est une réalité aujourd'hui qui est constante et nous le voyons en Occident. Et ce vertige de la liberté nous a gagnés, nous autres, parce que nous sommes occidentalisés. Et c'est le danger majeur qui nous attend. Aujourd'hui, le constat est... Et votre livre sonne comme une interpellation. Voilà, tout à fait. Pour dire à l'Afrique,
aujourd'hui, faisons le bilan, faisons le point du compagnonnage que nous avons eu avec l'Occident et tirons-en les bénéfices et soyons conséquents pour engager une nouvelle marche. Parce que la renaissance de l'Afrique s'impose à nous comme une nécessité absolument vital. D'accord. De toute façon, le sujet d'actualité avec le sommet Afrique Fond qui se tient à Montpellier en France. Malheureusement, le temps court très vite. On a terminé pour ce soir. Merci, Foi Ernest de Saint-Sauveur, d'être venu sur ce plateau. Vous êtes l'auteur de Nous sommes tous des Samba Diallo. C'est en tout cas un très bon livre que nous recommandons en raison de l'actualité, évidemment, de ce qui se passe à Montpellier, en France. Merci d'être passé sur ce plateau. Voilà qui met un terme à ce journal. Merci de l'avoir suivi. Retour de l'actualité 23h avec Abdoulaye Koné. On se quitte avec ce que dit le sage ce soir: quand la biche a deux villages, c'est au milieu que la panthère l'attrape. Dieu le voulant, on se retrouve demain.